Août 479 avant Jésus-Christ. La plaine de Béotie, près de la petite cité de Platée. Le soleil brûlant de l'été grec écrase deux armées massives qui se font face depuis plus de 10 jours. D'un côté, 100 000 soldats perses commandés par Mardonios, le meilleur général de l'empire achéménide. De l'autre, une coalition grecque de 40 000 hoplites menée par Pausanias, le jeune régent de Sparte qui n'a que 20 ans. Entre eux, le fleuve Asopos trace une ligne de sang qui n'attend que d'être franchie. Cette bataille ne devait jamais avoir lieu. Un an plus tôt, Xerxès Ier, le grand roi de Perse, s'était retiré après la catastrophe navale de Salamine. Ses ambitions de soumettre la Grèce s'étaient fracassées contre les trirèmes athéniennes. Mais Mardonios, cousin et gendre de feu Darius Ier, n'acceptait pas la défaite. Il avait convaincu Xerxès de lui laisser 300 000 hommes pour achever ce que l'empereur avait commencé. Le général perse savait ce qu'il faisait. Après avoir passé l'hiver en Thessalie, il avait lancé une campagne diplomatique brillante pour diviser les Grecs. Aux Athéniens, il proposait la paix, l'autonomie complète, des territoires supplémentaires et l'effacement de toutes les dettes envers la Perse. L'offre était généreuse, presque trop. Alexandre Ier de Macédoine servait d'intermédiaire et insistait sur la sagesse d'accepter. Mais quand les ambassadeurs perses arrivèrent à Athènes, les Spartiates y avaient déjà envoyé leur propre délégation. La tension était palpable. Les Athéniens firent attendre tout le monde, puis convoquèrent les deux parties en même temps. Leur réponse à Mardonios resta dans l'histoire. Tant que le soleil suivra son chemin habituel dans le ciel, nous ne ferons jamais alliance avec Xerxès. Le fait d'être grec, de partager le même sang, la même langue, d'avoir des sanctuaires et des sacrifices communs ainsi que des mœurs semblables nous interdit la trahison. Les Spartiates respirèrent, mais leur soulagement fut de courte durée. Mardonios ne perdit pas de temps. Au printemps 479, il envahit de nouveau l'Attique avec toute son armée. Les Athéniens durent évacuer leur cité pour la deuxième fois en moins d'un an. Femmes, enfants, vieillards traversèrent le golfe Saronique vers Salamine et Trézène. Les hommes en âge de combattre restèrent pour défendre ce qui pouvait l'être, mais face à la marée perse, ils durent se replier. Mardonios entra dans Athènes déserte. Ce qu'il y trouva le mit en rage. La ville avait déjà été pillée l'année précédente par Xerxès, mais les Athéniens avaient commencé à reconstruire. Le général perse ordonna la destruction systématique de tout ce qui restait debout. Les temples furent rasés pierre par pierre, les maisons brûlées, les fortifications démolies. Il voulait qu'il ne reste rien, absolument rien d'Athènes. Puis il envoya un dernier message aux réfugiés de Salamine. L'offre était identique, mais cette fois accompagnée d'une menace implicite. Acceptez maintenant ou regardez votre cité disparaître à jamais. Les Athéniens répondirent en exécutant un de leurs propres citoyens qui avait osé suggérer de considérer la proposition. Sa famille fut également tuée. Le message était clair, mais la situation devenait désespérée. Les Athéniens envoyèrent des ambassadeurs à Sparte, accompagnés de représentants de Mégare et de Platée. Leur discours fut direct et brutal. « Si vous ne venez pas maintenant, nous n'aurons d'autre choix que d'accepter les termes perses. Nous ne pouvons pas affronter seuls cette armée. Soit vous nous aidez, soit la Grèce est perdue. » Les Spartiates hésitèrent. Ils célébraient les Hyacinthies, une fête religieuse importante qu'ils ne pouvaient interrompre sans offenser les dieux. Mais les vieillards de la Gérousie comprenaient l'enjeu. Si Athènes passait du côté perse avec sa flotte intacte, Sparte serait encerclée et condamnée. Pausanias, le jeune régent, prit la parole devant l'assemblée. Il était le neveu de Léonidas, le roi mort héroïquement aux Thermopyles un an plus tôt. Son nom portait le poids de cet sacrifice. Il déclara qu'il était temps pour Sparte de prouver que la mort des 300 n'avait pas été vaine. Il demanda la mobilisation totale. Ce qui se passa ensuite stupéfia toute la Grèce. Sparte, cette cité qui n'envoyait jamais plus que quelques milliers d'hommes au combat, qui avait laissé Athènes affronter seuls les Perses à Marathon, rassembla la plus grande armée de son histoire. 10 000 hoplites spartiates, citoyens à part entière, enfilèrent leur armure de bronze. 5 000 Périèques, les habitants libres de Laconie, se joignirent à eux. 35 000 Ilotes, les esclaves agricoles de Sparte, furent armés comme troupes légères. 45 000 hommes au total, une force que Sparte n'avait jamais réunie auparavant et ne réunirait plus jamais. La nouvelle de la mobilisation spartiate se répandit comme une traînée de poudre dans tout le Péloponnèse. Corinthe envoya 3 000 hoplites. Mégare en fournit 1 200, Épidore 800. Trézène, Phlyonte, Hermione, Mycène, toutes les cités envoyèrent ce qu'elles pouvaient. Et Athènes, malgré 2 évacuations successives, rassembla 8 000 hoplites commandés par Aristide le Juste. L'armée grecque franchit l'isthme de Corinthe en juillet 479.
Pausanias commandait l'ensemble, une responsabilité écrasante pour un homme de 20 ans. Mais il avait à ses côtés les meilleurs tacticiens de Sparte et la discipline légendaire de ses hoplites. Quand Mardonios apprit que les Spartiates arrivaient en force, il sourit. C'était exactement ce qu'il voulait. Il ordonna la destruction finale d'Athènes, puis se replia vers le nord, en Béotie. Il avait choisi son champ de bataille avec soin. La plaine de Platée offrait tout ce dont l'armée perse avait besoin. Un terrain plat, parfait pour la cavalerie. Le fleuve Asopos qui protégeait son front. Et surtout, l'alliance de Thèbes, la cité béotienne qui avait choisi le camp perse. Les Thébains fournirent 7000 hoplites à Mardonios et lui garantirent le ravitaillement. Le général perse fit construire un camp fortifié massif sur la rive nord de l'Asopos. Des palissades de bois entouraient un espace assez vaste pour abriter toute son armée. Il disposa ses troupes avec précision. Sur l'aile droite, face aux Spartiates, il plaça les Perses d'élite, les meilleurs soldats de l'Empire avec leurs armures d'écailles et leurs boucliers d'osier. Au centre, les Mèdes, les Bactriens, les Indiens et les Sakas formaient une masse compacte de 70 000 hommes. Sur l'aile gauche, les Grecs ralliés aux Perses, principalement les Thébains, faisaient face aux Athéniens. La cavalerie, 20 000 cavaliers, attendait sur les flancs. Les Grecs arrivèrent par les cols du mont Cithéron au sud de Platée. Pausanias étudia le terrain et comprit immédiatement le piège. Si ces hoplites descendaient dans la plaine, la cavalerie perse les submergerait. Il prit position sur les contreforts de la montagne, là où le terrain accidenté neutralisait les chevaux. Les deux armées se regardèrent. Ni l'une ni l'autre ne voulait attaquer. Mardonios avait consulté ses devins qui lui avaient promis la victoire s'il restait sur la défensive. Pausanias, de son côté, savait que descendre dans la plaine signifierait la mort de ses hoplites. Un étrange face-à-face commença. Les Grecs occupaient une position forte mais inconfortable. Leur ligne s'étirait sur plus de 7 kilomètres le long des pentes du Cithéron. Les Spartiates et les Tégéens tenaient l'aile droite, la position d'honneur. Les Athéniens occupaient l'aile gauche. Entre eux, les contingents des autres cités formaient un centre composite et moins solide. Le premier jour passa sans combat, le deuxième également. Les soldats s'observaient, se comptaient, cherchaient la faille chez l'adversaire. Mais Mardonios commençait à s'impatienter. Il ne pouvait pas rester indéfiniment sur place. Son armée consommait des quantités massives de nourriture et d'eau. Les Thébains lui fournissaient le ravitaillement, mais cette situation ne pouvait durer éternellement. Le général perse décida de forcer la main à Pausanias. Le troisième jour, il lança sa cavalerie contre les positions grecques. Les cavaliers perses remontèrent la pente au galop, décochant leurs flèches, puis firent demi-tour avant d'être à portée des lances grecques. Ils revinrent à la charge, encore et encore, harcelant les hoplites qui ne pouvaient pas riposter efficacement. Les Milégariens, positionnés dans le centre grec, subirent le poids de l'assaut. Leur formation commençait à vaciller sous la pluie de flèches. Pausanias envoya 300 archers athéniens à leur rescousse. Un duel à distance s'engagea entre les archers athéniens et la cavalerie perse. C'est alors que le destin bascula. Masistius, le commandant de la cavalerie perse, montait un magnifique cheval blanc qui le rendait visible de loin. Il se rapprocha trop des lignes grecques. Une flèche athénienne toucha son cheval qui s'effondra. Masistius tomba lourdement. Avant qu'il ne puisse se relever, les Grecs se ruèrent sur lui. Ils frappèrent son armure sans réussir à la percer. Finalement, l'un d'eux trouva l'ouverture au niveau de l'œil et enfonça sa lance. Masistius mourut sur le coup. Les cavaliers perses tentèrent désespérément de récupérer le corps de leur chef, mais les Grecs le tenaient fermement. Après une mêlée confuse, la cavalerie perse se replia, laissant le cadavre de Masistius aux mains des Grecs. Pausanias fit exhiber le corps tout le long des lignes grecques. Le moral de ces hommes monta en flèche. Les Perses, de leur côté, passèrent la nuit à se lamenter sur la perte de leur meilleur commandant de cavalerie. Encouragés par cette victoire, les Grecs avancèrent. Ils quittèrent les hauteurs du Cithéron pour se rapprocher de l'Asopos, mais restèrent prudemment sur un terrain vallonné qui limitait l'efficacité de la cavalerie. Une nouvelle ligne se forma. Les Spartiates et les Tégéens prirent position sur une crête à droite. Les Athéniens occupèrent une butte sur la gauche. Le centre, moins bien protégé, s'installa entre les deux. 8 jours passèrent sans combat. Les deux armées restaient figées dans leur position. Mardonios tentait de créer des divisions chez les Grecs. Il envoya des émissaires secrets aux Argiens, qui n'avaient pas rejoint la coalition, pour qu'ils bloquent les renforts. Il fit circuler des rumeurs selon lesquelles les Spartiates allaient abandonner les Athéniens. Mais la coalition tenait bon. Puis le général perse changea de stratégie. Si Pausanias ne venait pas à lui, il allait forcer les Grecs à bouger. Il lança une série de raids de cavalerie contre les convois de ravitaillement grecs
qui descendaient du Cithéron. Les cavaliers perses capturèrent plusieurs trains de mules chargés de nourriture et massacrèrent les conducteurs. Les Grecs commencèrent à manquer de provisions. Mardonios frappa alors le coup décisif. Il envoya sa cavalerie attaquer la source Gargafia, la seule source d'eau douce accessible aux Grecs. Les cavaliers piétinèrent la source, jetèrent des cadavres d'animaux dans l'eau, la rendant impropre à la consommation. Les Grecs ne pouvaient pas utiliser la Sopos, car les archers perses contrôlèrent les berges. 40 000 hommes sans eau sous le soleil d'août, c'était insoutenable. Pausanias réunit ses généraux dans la nuit. La situation était critique. Sans eau et sans nourriture, l'armée ne tiendrait pas plus de 2 jours. Il fallait se replier vers une position où le ravitaillement serait possible. Il proposa de reculer jusqu'à l'île, une zone entre 2 bras d'un affluent de l'Asopos, à environ 2 kilomètres en arrière, près de Platée. Là, ils auraient accès à l'eau et pourraient couvrir les cols du Cithéron par lesquels arrivait le ravitaillement. La décision fut prise. Le mouvement devait se faire de nuit pour éviter d'être harcelé par la cavalerie perse. Le centre grec partirait en premier, suivi de l'aile gauche athénienne, puis de l'aile droite spartiate qui couvrirait la retraite. Mais ce qui avait été planifié comme un repli ordonné se transforma en désastre. Le centre grec, composé de contingents de petites cités sans grande expérience militaire, perdit son chemin dans l'obscurité. Au lieu de s'arrêter à l'île comme prévu, certaines unités continuèrent jusqu'à Platée même. D'autres se dispersèrent dans la campagne. L'aile gauche athénienne se replia correctement, mais se retrouva isolée. L'aile droite spartiate rencontra un problème différent. Amompharétos, un des commandants spartiates, refusa net de se replier. Il déclara que les Spartiates ne reculaient jamais et qu'ils préféraient mourir sur place plutôt que de déshonorer Sparte. Pausanias tenta de le raisonner, mais Amompharétos resta inflexible. Des heures précieuses s'écoulèrent en négociations. Finalement, au lever du jour, Pausanias dut ordonner au reste des Spartiates et des Tégéens de commencer la retraite, en espérant qu'Amompharétos suivrait quand il se verrait seul. Le soleil se leva sur un spectacle qui fit jubiler Mardonios. L'armée grecque était éparpillée, désorganisée, en pleine retraite. Le général perse n'hésita pas une seconde. Il ordonna l'attaque générale. C'était exactement l'opportunité qu'il attendait depuis des jours. Les trompettes perses sonnèrent. Toute l'armée de Mardonios se mit en mouvement. Sur l'aile gauche perse, les Thébains et les autres Grecs médisants franchirent l'Asopos et se lancèrent à la poursuite des Athéniens. Au centre, la masse des Mèdes, des Bactriens et des Indiens avança vers Platée où s'étaient réfugiés les contingents du centre grec. Sur l'aile droite, Mardonios lui-même, monté sur un cheval blanc, mena ses Perses d'élite contre les Spartiates qui se repliaient encore. La cavalerie perse prit les devants, galopant pour couper la retraite grecque. Mais Amompharétos avait finalement rejoint ses compatriotes. Les 10 000 hoplites spartiates et les 1500 Tégéens formaient maintenant un groupe compact qui se repliait en bon ordre. Quand les cavaliers perses les rattrapèrent, les Spartiates s'arrêtèrent net et firent face. L'infanterie perse arriva rapidement. Mardonios avait sous ses ordres directs environ 50 000 hommes, les meilleures troupes de l'Empire. Ils étaient 5 fois plus nombreux que les Spartiates. Le général perse pensait tenir sa victoire. Les Perses s'arrêtèrent à portée de flèches et dressèrent rapidement leurs boucliers d'osier. Ces grands boucliers rectangulaires, faits de roseaux tressés, pouvaient être plantés dans le sol pour former un mur protecteur. Derrière ce rempart, les archers perses commencèrent à décocher leurs flèches. Des milliers de traits obscurcirent le ciel. Les Spartiates se mirent à genoux et levèrent leurs boucliers de bronze au-dessus de leur tête. Les flèches pleuvaient sur eux, rebondissant sur les boucliers avec un bruit métallique assourdissant. Certaines trouvaient les interstices et des hommes tombaient, mais la phalange tenait. Pausanias, qui se tenait au premier rang, comme le voulait la tradition, regardait les Perses décocher salve après salve. Il savait qu'il ne pouvait pas attaquer tant que les boucliers d'osier tenaient. Les minutes s'étirèrent, les flèches continuaient à pleuvoir. Les Spartiates, accroupis derrière leurs boucliers, attendaient l'ordre de Pausanias. Mais le jeune régent hésitait. Il leva les yeux vers le temple d'Héra qui dominait le champ de bataille et pria. Il avait besoin d'un signe. Pendant ce temps, sur l'aile gauche du champ de bataille, les Athéniens affrontaient les Thébains. 8000 hoplites athéniens contre 7000 Thébains et leurs alliés grecs. C'était un combat entre frères, peut-être le plus amer de cette guerre. Les Thébains étaient d'excellents guerriers, entraînés dans la tradition hoplitique grecque. Leur phalange était aussi solide que celle des Athéniens. Les deux formations se heurtèrent avec un fracas terrible. Au premier rang, les hoplites se poussaient bouclier contre bouclier, cherchant à percer la ligne adverse.
Les lances de 3 mètres cherchèrent les gorges, les visages, les interstices entre les armures. Les hommes glissaient dans le sang et tombaient pour être piétinés par ceux qui venaient derrière. C'était une boucherie à l'arme blanche, brutale et primitive. Aristide, le commandant athénien, comprit rapidement que ce combat prendrait du temps. Les Thébains ne céderaient pas facilement. Il envoya un messager à Pausanias pour demander du renfort, mais le messager découvrit que les Spartiates avaient leurs propres problèmes. Les Tégéens, alliés des Spartiates, ne pouvaient plus supporter l'attente. Ils voyaient leurs compagnons d'armes tomber sous les flèches perses sans pouvoir riposter. Leur commandant, sans attendre l'ordre de Pausanias, hurla à ses hommes de charger. Les 1500 Tégéens bondirent en avant. Pausanias vit les Tégéens s'élancer et comprit qu'il ne pouvait plus attendre. Il hurla l'ordre aux Spartiates de se lever et de charger. 10 000 voix répondirent à l'unisson. La phalange spartiate se dressa comme un seul homme et avança. Ce qui suivit resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui le virent. La phalange spartiate en mouvement était un spectacle terrifiant. 10 000 hoplites avançant au pas, leurs longues lances de 3 mètres pointées en avant, leurs boucliers de bronze formant un mur continu. Ils ne couraient pas, ils marchaient, lentement, inexorablement, comme une machine de guerre vivante. Les archers perses décochèrent salve après salve, mais la phalange ne ralentissait pas. Les flèches rebondissaient sur les boucliers et les armures. Certains hommes tombaient, mais les rangs se refermaient aussitôt. Les Spartiates continuaient d'avancer. Les Perses, voyant que leurs flèches n'arrêtèrent pas la charge, comprirent qu'il fallait combattre au corps à corps. Ils abandonnèrent leurs boucliers d'osier et saisirent leurs armes. Ils avaient des lances courtes, des épées courbées, des haches. Leurs armures d'écailles étaient légères comparées aux cuirasses de bronze des Spartiates. Mais ils étaient 5 fois plus nombreux et leur courage ne faisait aucun doute. Les deux masses s'entrechoquèrent. Les longues lances spartiates frappèrent en premier, transperçant les armures d'écailles perses. Mais quand les lances se brisèrent ou se bloquèrent dans les corps, le combat devint une mêlée sanglante. Les Perses se battaient avec une férocité désespérée. Ils attrapèrent les lances grecques, tentaient d'arracher les boucliers, frappaient au visage. Certains sautaient littéralement sur les Spartiates, plusieurs à la fois, essayant de les faire tomber par le poids du nombre. Mardonios, monté sur son cheval blanc, était au cœur de la mêlée avec sa garde personnelle de 1000 hommes d'élite. Tant qu'il était là, visible de tous, les Perses tenaient leur position. Il criait des ordres, encourageait ses hommes, montrait l'exemple. Autour de lui, ses gardes mouraient un par un sous les lances spartiates, mais il ne reculait pas. Puis un Spartiate nommé Aymnestus parvint à se frayer un chemin jusqu'à proximité de Mardonios. Il ramassa une pierre, un projectile improvisé mais mortel. Il la lança de toutes ses forces. La pierre frappa Mardonios en plein visage, lui fracassant le crâne. Le général perse tomba de son cheval, mort sur le coup. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les Perses les plus proches virent tomber leur commandant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers les rangs. Mardonios est mort, le général est mort. La panique commença à gagner les troupes. La garde personnelle de Mardonios continua à se battre. Ces 1000 hommes formaient un dernier îlot de résistance au milieu du chaos. Ils combattirent jusqu'au dernier, refusant de se rendre, cherchant une mort glorieuse. Les Spartiates les massacrèrent méthodiquement, un par un, rang par rang. Quand le dernier garde tomba, il ne restait plus rien pour arrêter les Grecs. La mort de Mardonios brisa la cohésion de l'armée perse. Les soldats, privés de leur commandant, cherchèrent à sauver leur vie. La retraite commença, d'abord ordonnée, puis de plus en plus chaotique. Les dizaines de milliers de Perses, de Mèdes, de Bactriens qui formaient le centre de l'armée se replièrent vers leur camp fortifié. Mais une partie de l'armée perse, environ 40 000 hommes commandés par Artabase, un général rival de Mardonios, n'avait même pas participé à la bataille. Artabase avait été en désaccord avec la décision d'attaquer et avait gardé ses troupes en réserve. Quand il vit Mardonios tomber et l'armée s'effondrer, il comprit que tout était perdu. Il ordonna à ses hommes de faire demi-tour et de fuir vers le nord, vers l'Hellespont et la sécurité de l'Asie. Ces 40 000 hommes échappèrent au massacre qui allait suivre. Les Spartiates et les Tégéens se lancèrent à la poursuite des Perses en déroute. Des dizaines de milliers de soldats couraient vers le camp fortifié, cherchant protection derrière les palissades. Mais ils étaient désorganisés, paniqués. Les Spartiates les rattrapaient et les abattaient par centaines. Sur l'autre aile du champ de bataille, les Athéniens avaient finalement pris le dessus sur les Thébains. Le combat avait été long et sanglant, mais la discipline athénienne avait fini par prévaloir. Les Thébains, voyant les Perses fuir, comprirent qu'ils devaient se retirer.
Ils se replièrent en bon ordre vers Thèbes, laissant leurs morts derrière eux. Les Athéniens, épuisés par le combat, ne les poursuivirent pas. Le centre grec, qui s'était dispersé jusqu'à Platée, vit les Perses fuir et se joignit à la poursuite. Soudain, toute l'armée grecque convergea vers le camp fortifié perse. Des dizaines de milliers de soldats perses s'y étaient réfugiés, pensant que les palissades les protégeraient. Les Grecs atteignirent le camp et l'encerclèrent. Mais les palissades étaient solides, et les Perses, dos au mur, résistaient farouchement. Les Spartiates tentèrent d'escalader les palissades, mais furent repoussés. Ils n'avaient pas l'habitude de ce type de combat. Le siège aurait pu durer des heures. C'est alors que les Athéniens arrivèrent. Contrairement aux Spartiates, qui étaient avant tout des guerriers de plaine, les Athéniens avaient l'expérience des sièges et des assauts urbains. Ils étudièrent les défenses du camp, identifièrent les points faibles, puis lancèrent un assaut coordonné. Ils enfoncèrent une section de la palissade et se déversèrent dans le camp. Ce qui suivit fut un massacre. Les Perses, piégés dans leur propre camp, ne pouvaient plus fuir. Les Grecs se ruèrent sur eux. Dans l'espace confiné du camp, l'avantage numérique perse ne servait à rien. Les hoplites grecs, avec leurs armures lourdes et leurs longues lances, dominaient complètement. Ils avançaient méthodiquement, tuant tout sur leur passage. Les Perses tentèrent de résister. Des groupes se formèrent, dos contre dos, cherchant à vendre chèrement leur vie. Mais ils étaient condamnés. Certains se jetèrent sur les lances grecques, préférant une mort rapide au massacre. D'autres implorèrent la pitié et tendirent leurs armes. Peu trouvèrent grâce. La rage accumulée après tant de jours de tension, la mémoire des destructions d'Athènes et des Thermopyles, tout cela explosa en une fureur meurtrière. Le massacre dura des heures. Quand le soleil commença à décliner, le camp fortifié n'était plus qu'un charnier. Des dizaines de milliers de cadavres s'entassaient. Le sang coulait en ruisseaux entre les tentes. Les Grecs, épuisés, le souffle court, s'arrêtèrent enfin de tuer simplement parce qu'il ne restait plus personne à tuer. Les Grecs contemplèrent leur victoire avec une sorte d'incrédulité. Ils avaient gagné. Contre toute attente, contre une armée 5 fois supérieure en nombre, ils avaient gagné. Pausanias ordonna que le butin soit rassemblé avant que les soldats ne commencent à piller individuellement. Ce qu'ils découvrirent dans le camp perse dépassa leurs imaginations les plus folles. Mardonios avait apporté avec lui tout le luxe de la cour achéménide. Il y avait des tentes somptueuses décorées de tissus précieux, des meubles incrustés d'or et d'argent, de la vaisselle en métaux précieux, des armes magnifiquement forgées. Les réserves de nourriture étaient colossales. Les Perses avaient apporté des viandes raffinées, des épices rares, du vin exotique. Pausanias ordonna que le butin soit divisé équitablement. Un 10e fut mis de côté pour être offert en ex-voto aux dieux dans les grands sanctuaires de Delphes, d'Olympie et de l'Isthme. Le reste fut partagé entre les cités en fonction de leur contribution à la bataille. Les Spartiates reçurent la part du lion, mais personne ne contesta. Sans eux, il n'y aurait pas eu de victoire. Les Grecs découvrirent également les réserves d'or et d'argent que Mardonios transportait pour payer ses troupes et corrompre les dirigeants grecs. Ces richesses furent utilisées pour reconstruire ce que les Perses avaient détruit. Athènes, en particulier, put commencer sa reconstruction. Les pertes grecques furent remarquablement faibles, compte tenu de l'ampleur de la bataille. Hérodote affirme qu'il y eut seulement 159 morts grecs, mais ce chiffre est manifestement trop bas. Plutarque, qui avait accès à d'autres sources, parle de 1360 morts, ce qui semble plus réaliste. Les Athéniens, qui avaient durement combattu les Thébains, perdirent 52 hommes. Les Spartiates, qui avaient affronté le gros de l'armée perse, en perdirent 91. Du côté perse, le bilan était catastrophique. Hérodote parle de 257 000 morts, mais ce chiffre inclut probablement tous les soldats perses qui ne parvinrent pas à fuir, et pas seulement ceux qui moururent à Platée même. L'estimation moderne place les pertes perses à environ 50 000 hommes tués dans la bataille et le massacre qui suivit. À cela s'ajoutent les 40 000 hommes d'Artabase qui s'enfuirent sans combattre et les quelques milliers qui parvinrent à s'échapper pendant le massacre. Le même jour, selon Hérodote, une autre bataille se déroulait à des centaines de kilomètres de là. Au cap Mycale, sur la côte de l'Asie mineure, la flotte grecque commandée par le roi spartiate Léotychidas attaquait les restes de la flotte perse. Les Perses avaient tiré leurs navires sur la plage et construit un camp fortifié autour d'eux. Les Grecs débarquèrent et attaquèrent. Comme à Platée, les hoplites grecs massacrèrent l'infanterie perse légère et brûlèrent tous les navires. La flotte perse qui avait menacé la Grèce pendant 3 ans cessa d'exister. La nouvelle de la double victoire se répandit à travers le monde grec.
Les cités qui avaient collaboré avec les Perses comprirent qu'elles devraient rendre des comptes. Thèbes, la principale alliée de Mardonios, fut assiégée par l'armée grecque. La cité résista 20 jours avant que les chefs du parti pro-perse ne soient livrés à Pausanias. Ils furent jugés sommairement et exécutés. Pour l'Empire perse, les défaites de Platée et de Mycale marquèrent la fin de toute ambition en Europe. Xerxès abandonna définitivement l'idée de conquérir la Grèce. L'Empire resta immensément puissant et continua à dominer l'Asie pendant plus d'un siècle, mais il ne tenterait plus jamais d'étendre son pouvoir vers l'ouest. Pour la Grèce, la victoire eut des conséquences profondes et paradoxales. D'un côté, elle confirma la supériorité de l'hoplite grecque sur l'infanterie légère orientale. Les Perses eux-mêmes commencèrent à recruter massivement des mercenaires grecs. Cette leçon ne serait pas oubliée quand Alexandre le Grand, 150 ans plus tard, détruirait l'Empire perse avec une armée basée sur la phalange grecque. D'un autre côté, la victoire créa des tensions entre Sparte et Athènes qui menèrent finalement à la guerre du Péloponnèse. Pausanias, grisé par sa gloire, devint arrogant et fut accusé de négocier secrètement avec les Perses. Il mourut misérablement, acculé dans un temple où il se réfugia, muré vivant par les Spartiates qui le laissèrent mourir de faim. Athènes profita du discrédit de Sparte pour créer la Ligue de Délos et dominer la mer Égée, ce qui alarma Sparte et ses alliés. Mais tout cela était encore dans l'avenir. En ce jour d'août 479, sur le champ de bataille de Platée, les Grecs savourèrent simplement leur victoire. Ils avaient affronté la plus grande armée que le monde ait jamais vue et ils avaient gagné. Les Perses, qui avaient conquis un empire s'étendant de l'Indus à la Méditerranée, qui avait soumis des dizaines de peuples, avaient été vaincus par une coalition de petites cités grecques. La bataille de Platée ne fut pas la plus célèbre des guerres médiques. Marathon et les Thermopyles restèrent plus présentes dans la mémoire collective, peut-être parce qu'elles avaient une dimension plus héroïque et dramatique, mais Platée fut la plus décisive. Ce fut là que la menace perse fut définitivement écartée. Ce fut là que se joua l'indépendance de la Grèce et, par extension, l'avenir de la civilisation occidentale. Qu'est-ce qui explique cette victoire improbable? Comment 10 000 Spartiates, accompagnés de leurs alliés, purent-ils vaincre une armée qui les dépassait largement en nombre? La réponse tient à plusieurs facteurs. D'abord l'équipement. L'hoplite grec, avec son armure de bronze complète pesant jusqu'à 30 kilos, son grand bouclier rond en bronze et sa longue lance, était infiniment mieux protégé et armé que le soldat perse moyen. Dans un combat rapproché, un hoplite valait 3 ou 4 fantassins perses. Ensuite, l'entraînement. Les Spartiates en particulier passaient toute leur vie à s'entraîner au combat. Dès l'âge de 7 ans, un garçon spartiate entrait dans l'agoge, le système éducatif militaire de Sparte. Il y passait les 13 années suivantes à apprendre à combattre en phalange, à obéir aux ordres, à endurer la douleur et la privation. À 20 ans, il devenait un soldat. À 30 ans, s'il avait survécu, il devenait un citoyen à part entière. Les Spartiates étaient les seuls soldats professionnels du monde grec. Leur discipline au combat était légendaire. Troisièmement, la cohésion. La phalange grecque n'était pas seulement une formation tactique, c'était un système social. Chaque homme protégeait son voisin avec son bouclier. Si un homme fuyait, il exposait tous ceux qui se trouvaient à côté de lui. Cette interdépendance créait une pression sociale immense pour ne pas abandonner ses camarades. Les Spartiates combattaient en unités composées d'hommes de leur propre tribu, parfois de leur propre famille. Ils préféraient mourir plutôt que de déshonorer leurs proches. Quatrièmement, le terrain. Pausanias avait choisi avec soin où et quand combattre. En occupant d'abord les hauteurs du Cithéron, il avait neutralisé la cavalerie perse. Quand il fut forcé de se battre en terrain plat, c'était dans un moment où l'armée perse était désorganisée et trop confiante. Le terrain accidenté où les Spartiates firent face à Mardonios limitait l'avantage numérique perse. Enfin, le leadership. Mardonios était un excellent général, mais il commit 2 erreurs fatales. Il crut que la retraite grecque désordonnée signifiait que l'armée était en train de se désintégrer. Il ne comprit pas que les Grecs avaient simplement besoin d'eau et de nourriture, et il se mit personnellement en première ligne, une décision courageuse mais imprudente. Quand il mourut, toute l'armée perse perdit sa cohésion. Pausanias, de son côté, garda son sang-froid dans des situations extrêmement difficiles et prit les bonnes décisions au moment critique. Platée fut la dernière grande bataille terrestre des guerres médiques. Après cette défaite, les Perses n'essayèrent plus jamais de conquérir la Grèce par la force. Ils continuèrent à intervenir dans les affaires grecques, mais par la diplomatie, l'or et l'intrigue plutôt que par les armes. Pour les Grecs,
La victoire de Platée confirma ce qu'ils avaient commencé à croire après Marathon et Salamine, qu'ils étaient supérieurs militairement aux Perses, que leur cité libre pouvait vaincre un empire despotique, que leur mode de vie valait la peine d'être défendu au prix de leur sang. Cette confiance nouvelle permit l'explosion culturelle qui fit de la Grèce classique le berceau de la civilisation occidentale. Sans les victoires de Marathon, de Salamine et de Platée, il n'y aurait peut-être pas eu de Périclès, de Socrate, de Platon ou d'Aristote. Athènes, au lieu de devenir le centre intellectuel du monde antique, aurait pu rester une satrapie perse insignifiante. La démocratie, la philosophie, le théâtre, l'art tel que nous les connaissons, auraient pu ne jamais voir le jour. C'est cela l'importance réelle de Platée. Non pas les détails tactiques de la bataille, aussi fascinants soient-ils, non pas même le nombre impressionnant de morts, mais le fait qu'en ce jour d'août 479 avant Jésus-Christ, sur une plaine poussiéreuse de Béotie, l'histoire du monde bascula. Les 10 000 Spartiates qui marchèrent ce jour-là contre l'armée de Mardonios ne le savaient probablement pas. Ils se battaient pour leur cité, pour leur famille, pour leur honneur. Mais en se battant, ils façonnèrent l'avenir de la civilisation occidentale. Quand le dernier Perse tomba dans le camp fortifié et que les Grecs posèrent enfin leurs armes ensanglantées, ils ne savaient pas qu'ils venaient de sauver bien plus que leur indépendance. Ils avaient sauvé une idée, l'idée que des hommes libres valaient mieux que des esclaves, que la raison valait mieux que l'obéissance aveugle, que le petit pouvait vaincre le grand s'il avait le courage et la détermination. Cette idée née sur les champs de bataille des guerres médiques traverserait les siècles. Elle inspirerait les révolutions, les rébellions, les luttes pour la liberté à travers toute l'histoire humaine. Et tout commença ici, à Platée, quand 10 000 Spartiates et leurs alliés firent face à 100 000 Perses et refusèrent de plier. C'est pour cela que nous nous souvenons encore de Platée, 2500 ans plus tard. Non pas parce que ce fut la plus grande bataille de l'Antiquité, mais parce qu'elle fut peut-être la plus importante. Le jour où l'Occident naquit dans le sang et le bronze sur les rives de l'Asopos,